Bonjour Boualem Sansal. Bonjour. Vous êtes romancier et essayiste. Vous avez reçu de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix du roman de l'Académie française 2015 pour 2084, La fin du monde. Merci de venir à nous présenter votre roman paru chez Gallimard, Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu. Ute von Ebert vit en Allemagne, à Erlingen. Elle écrit à sa fille Anna, qui vit à Londres, et lui confie la tâche de poursuivre l'écriture de son roman. Un roman en pièces détachées, écrivez-vous, des lettres, des textes divers, quelques chapitres plus ou moins complets, des notes de lecture. Votre roman est tissé de toutes ces matières, mais on peut dire aussi que vous y avez rajouté le conte. Que se passe-t-il dans la cité d'Erlingen ? Il se passe à la fois beaucoup de choses et rien. Les gens d'Erlingen vivent sur un ressenti. Il n'y a aucune preuve de la chose, mais ils vivent sur l'idée que Erlingen est cerné par un ennemi qu'ils ne savent pas désigner, qu'ils ne peuvent même pas lui trouver des motivations sérieuses. Et ils vivent donc comme des assiégés. Et voilà, avec tout ce qui peut se passer dans la tête des gens qui sont assiégés. Il y a la peur, évidemment. Il y a l'envie, évidemment, de fuir. Et puis, il y a les courageux pour lesquels c'est peut-être l'occasion de s'affirmer et de défendre leur cité contre cet ennemi qui vient les détruire. Et voilà, et donc ça perturbe l'ordre de la ville. Et il se passe plein de petites choses. Et voilà, dans l'attente d'une fin de monde, en quelque sorte. Qui est Ute ? Ute est l'héritière d'un immense empire industriel. Mais en fait, elle est emblématique de cet Européen richissime, de cette Europe riche, puissante, et qui pense détenir la toute-puissance et plus que la toute-puissance, la logique du monde. Voilà. Et puis voilà que c'est pas si puissant que ça, puisqu'il y a un ennemi qui arrive et qui remet en cause tout ça. Encore une fois, c'est un ressenti. C'est pas, cet ennemi ne s'est jamais, à aucun moment, manifesté pour dire je viens vous conquérir ou je viens faire ceci ou cela. Et voilà. Et donc le doute s'insinue et puis voilà, l'empire commence à s'effriter. Et jusqu'à peut-être disparaître. Le récit, au croisement de deux histoires, va nous amener en France, la France de 2015, la France qui subit les attentats islamistes. Et une question est posée dans le livre, mais pourquoi bon sang ? Alors d'abord, est-ce que c'est la question à l'origine du roman ? Et puis est-ce que c'est la bonne question à se poser face au fanatisme ? Et le roman est-il une façon pour vous de construire une réponse ? Non, à aucun moment, dans aucun de mes romans, je n'ai cherché à proposer des solutions ou des réponses. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'un écrivain. Ce serait d'ailleurs trop dangereux qu'un écrivain se pose comme ça, en donneur de leçons, en pontifiant. Il y a des philosophes pour ça, il y a des politiques pour ça. Non, l'écrivain, je pense, il est tout simplement de faire un état des lieux, de dire voilà, les choses sont comme ça, voilà une histoire, elle est comme ça, c'est à vous de l'interpréter, c'est à vous d'en tirer les leçons que vous voulez. En tous les cas, moi, c'est ce que j'essaie modestement de faire. Une question qui est dans ce livre et qui est dans des livres précédents, c'est peut-être comment résister. En fait, c'est vrai, oui, c'est une question difficile. Comment résister ? Là aussi, je n'ai jamais su répondre à cette question. Résister, c'est tout simplement s'affirmer affirmer sa liberté. Voilà, nous sommes on le croit, nous sommes des êtres individuellement et collectivement libres. Il faut nous affirmer en tant que tels, à ne pas se laisser ni séduire, ni imposer des choses que l'on n'accepte pas d'emblée parce qu'on le veut. Vous citez un auteur que j'ai découvert à l'occasion de la lecture de votre livre, qui est Henry David Thoreau. Ouais.
Et vous faites écrire à un de vos personnages, s'il était parmi nous, il nous l'écrirait, ce livre dont nous avons intensément besoin pour nous aider à repenser nos rapports à l'État, au marché, à la religion, à la nature. Oui, c'est exactement ce qu'a fait Thoreau toute sa vie, enfin sa courte vie parce qu'il est mort vraiment très jeune, à 45 ans je crois, mais la courte vie qu'il a vécue a été très intense. C'est un homme qui s'est battu contre toutes les tyrannies de l'État, la tyrannie du marché, contre l'esclavage, contre la tyrannie de l'argent, contre la tyrannie de la religion. Et c'est un homme qui vraiment s'est battu, mais physiquement. C'était pas seulement un philosophe. C'est quelqu'un qui essayait d'accorder son comportement à ses idées. Et donc il a été est devenu un personnage à la fin du XVIIIe siècle, un personnage vraiment de référence qui a inspiré beaucoup de gens, des gens comme Rousseau, les philosophes modernes du XXe siècle se réclament de Thoreau. Il a vraiment laissé une empreinte formidable. Hein. Et puis il y a une grande affaire dans tout le livre, un matériau, si je peux dire comme ça, qui est la métamorphose. Oui, c'est ça, on constate que le monde change, voilà. On se répète ça tous les jours, tout le monde répète ça à longueur d'année, le monde change, mais c'est vrai qu'il change, et il change de plus en plus vite. En revanche, notre capacité, nous, en tant qu'individus et en tant que peuple et société, notre capacité à changer au rythme du monde est vraiment très lente, et le problème essentiellement vient de ça. Tout à l'heure, ensemble, nous parlions de la pollution. Elle est là, le monde est empoisonné, nous le savons. Et nous pensons savoir ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Nous continuons sur notre lancée, nous continuons à polluer, à entretenir la pollution, parce que notre capacité à changer est très 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 faible. Il est question de mécanique quantique dans le livre. Est-ce que, c'est une question qui m'a traversée, est-ce que vous avez fait le choix d'utiliser cette mécanique pour structurer le livre ? Oui, moi je suis de formation scientifique, donc j'utilise les outils méthodologiques qui sont ceux des scientifiques. La métamorphose est un changement quantique. Voilà. Nous sommes réglés sur des changements qui sont comme ça, à petits pas, continus. On évolue à petite vitesse, à notre rythme, et puis on a le temps. Mais maintenant les choses vont très vite. Nous devons pouvoir évoluer quasi instantanément. Dès qu'il y a un problème, on devrait pouvoir changer et s'adapter à la situation nouvelle le plus rapidement possible. C'est comme ça que nous pourrions résoudre les problèmes et sans trop en souffrir, quoi. Il y a 2 parties dans ce livre. On la découvre dans la première partie. On va laisser la seconde à découvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose de vous dans cette Ute ? Non, pas vraiment. C'est peut-être possible que à travers mes personnages, j'essaie de faire passer mes propres idées, ça c'est possible. Mais le plus souvent, je me l'interdis. Il faut respecter ces personnages, on les crée. Donc ils ont leur identité, ils ont leur façon de voir le monde, et il faut les laisser parler comme ils sont. Alors on a tendance à parler à leur place, et du coup ça fait un peu roman. Ça met l'auteur comme ça dans une position de donneur de leçons qui est très désagréable pour le lecteur. C'est très difficile évidemment de garder la distance. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Enfin, moi, je le pense. Et puis, vous invitez le lecteur peut-être à quitter ces représentations. En tout cas, vous l'amenez à la confusion, ce lecteur. Oui, ça c'est une question vraiment... Je ne sais pas si tous les auteurs se posent cette question, mais dans un roman, vous créez un univers. Et le lecteur a son univers. Donc, s'il rentre dans cet univers que vous lui proposez, disons de science-fiction, une histoire qui se passe en l'an 3000, par exemple, qui est tout à fait nouvelle pour lui, s'il y entre avec son identité d'humain du XXe siècle, ça ne va pas fonctionner. Il faut donc à un moment donné
le déshabiller. Il faut qu'il perde son identité d'aujourd'hui et qu'il entre dans le roman comme si lui-même était du 3e millénaire. Donc il faut le désorienter suffisamment pour qu'il puisse lire la suite avec cette distance, quoi, voilà, par rapport à ce qu'il était. Et puis, alors moi je l'encouragerais, le lecteur, à ne pas avoir peur de ce que je vous disais tout à l'heure, la densité de ce livre. Oui, elle peut le désorienter parce qu'il y a lecteurs et lecteurs. Il y a des lecteurs qui pensent que la complexité c'est important, que le monde est complexe et qu'on a intérêt à le regarder de manière complexe et donc à faire cet effort d'analyse. Et puis il y a des lecteurs qui cherchent plutôt des solutions, donc des recettes. Donc ils ont besoin d'une littérature comme ça, très fluide, qui les tient par la main du début jusqu'à la fin. Bon, c'est pas je fais pas ce genre de littérature. Moi je me dis, je donne tous les éléments au lecteur de réflexion, à lui de faire ce qu'il veut. Alors voilà, s'il a la capacité, s'il sait réfléchir compliqué, ça peut être profitable pour lui. S'il veut voir simple, ce roman ne lui apportera rien, quoi. C'est un livre qui propose la méditation. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ce que je dis à un moment donné dans le roman. Un livre doit se méditer. Voilà, on le lit, ensuite il faut méditer. La conclusion, elle n'est pas à la dernière page. Elle est plusieurs mois après la lecture du roman. On poursuit l'effort de réflexion, comme nous faisons jusqu'à présent. Plusieurs siècles plus tard, nous continuons à méditer Voltaire, Diderot, et à méditer la Bible, etc. Et pourtant, c'est des choses qui ont été écrites il y a très longtemps et qu'on a lues nous-mêmes il y a très longtemps, mais on continue à les méditer. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Henri David Thoreau, précisément. C'est un auteur absolument complet. Il raconte de belles histoires, mais aussi c'est un combattant. C'est un héros. C'est un philosophe, on a envie de le suivre dans ses pérégrinations, dans ses luttes. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce type de héros, de ce type de modèle. Merci beaucoup, Boilem Sansal. Merci. Merci. Merci bien.